Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantic Radio. Beyoncé qui n'a pas pu rester pour les décodeurs aujourd'hui, malheureusement. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec Saïd Taïri, expert en tourisme. Bonjour. Oui. Et Mohamed Douyeb, expert en tout, journaliste, fondateur de Le Média et communicant, c'est important. Oui, les deux casquettes. On n'en a pas beaucoup ici, donc. Oui, on essaie en tout cas. J'ai un grade supérieurisme, tourisme. Oui, c'est l'expert en tout. C'est en. Ah oui, expert en tout, c'est ça. Oui, c'est vrai. Isme, c'est bien. C'est bien. Enfin, ça tombe bien aujourd'hui le tourisme quand même, Saïd. Oui. Le Maroc. Je vous lis mon intro quand même. Hein. Oui, bien sûr. Comme ça, je l'aurais pas fait pour rien. Le Maroc vient de franchir un nouveau cap historique. 18 millions de touristes accueillis entre janvier et fin novembre 2025, soit 600 000 visiteurs de plus que sur l'année 2024. Une performance qui confirme non seulement la résilience du secteur, mais surtout sa transformation structurelle. Alors, je vais pas lire tout, mais derrière ces chiffres impressionnants, vous savez comme on est, nous, aux décodeurs, plusieurs questions se posent. Cette croissance profite-t-elle réellement à tout le territoire ? Les régions moins touristiques disposent-elles des infrastructures nécessaires pour capter une partie de cette manne ? Et que dire de l'informel, notamment dans les locations de courte durée, qui pèsent sur les recettes officielles et la qualité de l'offre ? Autant de défis qui viennent nuancer le tableau et que l'on va examiner ce matin avec les décodeurs. Mais j'aurais pu vous parler de la feuille de route aussi 2023-2026. Très important. Voilà. Donc, messieurs, je compte sur vous pour trouver la petite bête derrière ces 18 millions de touristes, ces 600 000 visiteurs de plus. D'abord, première question à Saïd Taïri, comment on explique ce record historique quand même ? Mais là, on a quand même explosé les scores. Non, il y a un très bon travail qui a été fait, il faut signaler. On est passé par des années extrêmement difficile pendant Covid. Oui. Le secteur avait vraiment souffert et il y a eu, heureusement d'ailleurs, un gouvernement qui a considéré que le secteur pouvait être stratégique et pouvait être important et il a mis les moyens. On a pris également notre bâton du pèlerin et on a été voir nos partenaires à l'étranger dans les différents salons, aussi bien ministère du tourisme, Office national marocain du tourisme que les professionnels. Nous avons été voir nos partenaires, les tours opérateurs, pour dire le Maroc est une destination safe, le Maroc est une destination pleine d'atouts que nous pourrions effectivement explorer ensemble. Et nous avons fait du très 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 bon travail, il faut le souligner. Et pourquoi vous dites ça ? Ça veut dire que les années précédentes, on ne le faisait plus ? Pendant un gouvernement précédent, en tous les cas, je crois que le tourisme n'était pas considéré comme un secteur stratégique. En tous les cas, on ne donnait pas suffisamment d'importance à ce secteur. Nous l'avions senti, nous, professionnels. Et forcément, donc, le tourisme n'avait pas donné tous les résultats que l'on attendait. Rappelez-vous, depuis 3 ans, pratiquement, nous avons dépassé, explosé le plafond des 100 milliards de dirhams de recettes en tourisme. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on investit dans le tourisme, forcément, il nous le rend très très bien. Il y a eu pratiquement 2 milliards de dirhams qui avaient été mis en place pour l'amélioration du produit touristique. Il y a également l'amélioration de la connectivité aérienne. Vous savez, les touristes ne viennent pas à pied, ne viennent pas comme ça. Donc, il faut qu'il y ait des lignes aériennes et une couverture de desserte aérienne. Ça a été rendu possible parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et ce travail, c'est pas uniquement le gouvernement, c'est également les professionnels. Et je tiens à le souligner. Avec ce gouvernement, sachant que moi je suis pas un pro gouvernement Arnaud, vous le savez très bien. Mais du moins sur la partie tourisme, il y a eu un très bon travail et une très bonne synergie entre privé et public. On a compris. Mohamed Douyeb. Un mot là-dessus. C'est bien que tu poses la question. Derrière ce tableau, bien sûr, et derrière cette performance. Mais on est là pour maintenant, tout n'est pas parfait. On y reviendra. Mais on a le temps jusqu'à 9h. Bien sûr. Il y a beaucoup de, il faut le souligner, il y a beaucoup de surcommunication parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à présenter. Donc quand on a un chiffre, quand on commence à frôler. Si on a un chiffre, c'est bien. Non, mais je dis, voilà, et ces chiffres-là, chaque année, on essaie, quand on fait un record ou on fait une avancée, on présente ça comme
temps, voilà, c'est la performance du siècle. Vous regardez ce qu'on est en train de faire. On est encore loin, cher ami. On n'est pas encore sur cet objectif qui est stratégique de frôler. On va les frôler peut-être cette année les 20 millions. On va les atteindre. On va les frôler. On va voir. On va les atteindre. Oui, mais même si on les atteint, au-delà de. Non, c'est pas les 20 millions. Moi, vous me faites rire avec vos chiffres. C'est bien 20, 22, etc. Non, ce qui compte, c'est le pourcentage du. Oui, mais justement, j'y arrive. Hein pour moi, tout ça, c'est du rattrapage. Pourcentage du PIB, c'est ça qui compte. C'est du 7%, 6-7%. Oui, mais il faut que ça monte encore. Merci, pour que ce soit mais j'y arrive. Stabilisé, j'y arrive. Ancré dans la tête des dirigeants. J'y arrive, parce que là, entre nous, quand on regarde ces chiffres, on dit très bien, il y a de l'avancée. Mais regardez autour de nous ce qui est en train d'arriver. Regardez les performances de la Turquie. Regardez les performances de l'Espagne. C'est là où il faut se situer. Maintenant, on est dans le top. Non, mais il faut dire les chiffres tels qu'ils sont. Tant que le Maroc ne rentre pas dans le top 10 mondial, on est aujourd'hui 13, 14, je pense. Ouais, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, très bien. Tant qu'on ne rentre pas dans ce top 10, tant qu'on ne règle pas d'autres soucis liés au tourisme, parce que tu parlais au fond de cette expérience touristique, un chiffre de 20 milliards ou un chiffre de recettes ne vous donne pas une idée de ce qui... il donne une performance économique, mais sur la santé d'un secteur, ce n'est pas suffisant comme grille d'analyse. Oui, mais comparer le Maroc à la Turquie ou à l'Espagne, c'est quoi ? C'est vrai, d'accord, mais en Turquie, tu peux aller dans peut-être 5 ou 6 endroits différents pour passer des belles vacances. En Espagne, tu peux aller dans 10 endroits différents. Mais justement, au Maroc, pourquoi on n'y arrive pas ? Mais justement, c'est très bien, c'est une très bonne question. C'est le cœur de la question. C'est le cœur, et ça m'amène au cœur je dirais c'est quoi aujourd'hui le produit Maroc ? C'est quoi aujourd'hui le produit touristique marocain ? Aujourd'hui, on n'a pas, avec toutes les initiatives qui ont été prises, ce que disait Saïd par rapport, bien évidemment, ce que fait l'État, les pouvoirs publics, le ministère, parce qu'il y a du rattrapage, on sort d'une crise Covid, donc on avait intérêt un petit peu à reprendre les choses en main. Mais aujourd'hui, moi je ne vois pas, franchement, une stratégie vraiment audacieuse pour le tourisme. Alors, on va lui poser. On est à la veille de la CAN. On est à la veille de la CAN. Un exemple, parce qu'on est dans l'actu. Oui, mais on en parlera tout à l'heure. On est à la veille de la CAN. Regardez ce qui se passe. Gardez un peu d'énergie pour tout à l'heure. Est-ce que vous voyez qu'il y a sur le plan touristique, est-ce qu'on vous push par rapport à ça ? Est-ce que vous voyez des choses venir ? On voit rien du tout. Et c'est là où oui, est-ce que tu vois des choses ? Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec son eau de là. La question, Saïd, c'est quoi le produit Maroc, là, maintenant, en 2005 ? Très bonne question. C'est un produit culturel avec un penchant balnéaire. Tout simplement parce que... Ce que tu dis, toi. C'est ce que je dis, moi. Voilà. Effectivement. Parce que le balnéaire... Parce que le balnéaire, aujourd'hui, aller bronzer dans une place n'est plus ce que recherchent les clients. C'est un produit familial. Mais c'est Mohamed a posé de très très bonnes questions. Pourquoi nous ne sommes pas aujourd'hui au niveau de la Turquie ? Et vous sembliez dire que la Turquie avait beaucoup plus d'atouts touristiques que nous. Non, c'est pas vrai. La Turquie a juste un peu d'avance. Nous étions au même niveau au début des années 90 en termes d'arrivée touristique. Ils sont à 3 fois plus que nous. Maintenant, ça veut dire tout simplement que nous avons du rattrapage. J'aime bien ce terme qui a été utilisé par Mohamed Douib. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Nous sommes dans une croissance à 2 chiffres. Et quand il y a une croissance à 2 chiffres, c'est pas un hasard. C'est un travail qui a été fait. Il faut l'encourager et il faut dire qu'est-ce qu'on fait davantage. Nous sommes à 20 millions de touristes. Nous allons les atteindre à fin 2025. Mais vous savez qu'il y a des études qui ont démontré que rien que sur le bassin méditerranéen, il y a plus de 86 millions de touristes qui aimeraient venir au Maroc. Ça veut dire que le taux de conversion est de 1 pour 5. Nous sommes très très loin de ce qui devrait se faire. N'oublions pas également que dans ces 20 millions de touristes, 50% pratiquement sont des Marocains du monde. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent naturellement dans leur pays. Et
également, il y a d'autres points qui sont... Mais il y a des choses qui sont bien. Il y a les recettes touristiques qui arrivent. On sera à 120 milliards de dirhams. C'est important, c'est des recettes en devises. Il y a également un point qui est important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tout n'est pas parfait. En termes d'animation touristique, est-ce que c'est suffisant ce que nous avons? Non. En termes de ressources humaines et de valorisation du capital humain. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des autres régions? C'est vrai que Marrakech, aujourd'hui, arrose les autres régions. Mais il est important également de penser aux autres régions un peu plus éloignées. Le désert du Maroc qui est juste formidable. Le nord du Maroc, Chefchaouen, qui est une destination qui est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas l'arrêter. Non, mais c'est génial parce que lui... Alors bon, moi, je suis un passionné de ce secteur. Mais c'est pas ça. C'est que et je partage cette passion. Les gens vont écouter la radio ce matin. Ils vont avoir envie de partir en vacances. Et si ils vont rester en vacances. Non, mais c'est ça. On va leur donner envie de partir en vacances. Pourquoi? Parce que c'est important aussi que les Marocains parlent de leur pays. Et là aussi, vous touchez un point important. On a plus le temps. On en parle tout à l'heure, juste après les infos de Karim Droné. Très bien. Ok. Les décodeurs avec Saïd Tahiri aujourd'hui, expert en tourisme, Mohamed Douyeb, journaliste, fondateur de Le Média et communicant. On parle de tourisme, on parle de ce Superscore. 18 millions de touristes, plus 600 000 visiteurs par rapport à l'année 2024. Mohamed Douyeb. Oui, je voulais juste rebondir sur un peu ce que disait Saïd, parce que c'est bien que la question... Alors, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Parce que oui, c'est plus là. Beaucoup de choses ont été faites, c'est sûr, il y a beaucoup d'avancées, mais bon, il y a du rattrapage. Mais là, aujourd'hui, on est en fin 2025, on va frôler les 20 millions. C'est un chiffre symbolique, s'il incarne une certaine stratégie. Mais moi, ce qui me concerne, moi, je vois l'après. Aujourd'hui, le tourisme, il représente quelque chose comme 7% du PIB. Oui. Moi, je crois que si on accélère vraiment, regardez par exemple, imaginez si on prend un peu ce qu'on fait pour l'industrie. Par exemple, pour le secteur industriel. Comment l'industrie au Maroc a pu quand même passer, on va dire, d'un état qui quasiment défaillant aujourd'hui à un territoire d'attractivité qui accueille tous les types d'industries. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à avoir une stratégie aussi audacieuse, aussi volontariste, pour pouvoir atteindre, pourquoi pas, les 20% du PIB? Pourquoi le tourisme n'atteindrait pas 25%? Et parce que les richesses sont là. Et je reviens aussi à reconsidérer là où nous sommes, dans cette région, cette zone-là. Tu parlais, Saïd, du cas turc. On était quasiment sur les mêmes je dirais, le même niveau d'entrée touristique. Comment ça se fait que la Turquie fait un bond aussi spectaculaire, qui devient une vraie destination? Parce qu'elle s'est diversifiée un peu quand même. Elle va se diversifier. Depuis quelques années. Parce qu'on a un vrai aussi. On a un vrai souci. Enfin, excusez-moi, et ta réponse me conforte dans ma conclusion. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à situer le produit Maroc. Il y a tellement d'ingrédients dans ce produit qu'on n'arrive pas à avoir une idée claire, précise que c'est la destination Maroc pour un touriste qui doit faire un choix. Alors ça, c'est une bonne question, parce que tout à l'heure, j'ai posé la question, c'est quoi le produit Maroc en 2025 ? Voilà. Mais je vais changer ma question. Ouais. Pourquoi un touriste vient-il au Maroc là en 2025 ? Pour une expérience de vie. Oui. Pour l'hospitalité légendaire marocaine. Et c'est vrai. Non, mais je suis très sérieux. Mais non. Je suis extrêmement sérieux parce que aujourd'hui, c'est pas par hasard que nous sommes la première destination africaine. Il y a des atouts. Et là, je tiens à le souligner. Il y a deux indicateurs sur lesquels j'aimerais revenir. C'est des chiffres, mais c'est des chiffres importants. Dans la vision 2010, parmi les objectifs de la vision 2010, il y avait un objectif important, celui de faire du tourisme 20% du PIB. Nous ne les avons jamais atteints, tout simplement parce que nous avions sous-estimé le développement des autres secteurs de l'économie marocaine, parce que l'économie évolue, grandit. Et je peux t'interrompre 2 secondes. 2 secondes. Et tu me permettras, parce que c'est important, parce que c'est lié à la politique, parce que ce secteur a manqué, en tout cas, il y a eu un déficit d'incarnation politique. C'est-à-dire, c'est un secteur qui n'a pas pu, malheureusement, il n'y avait pas un homme d'État ou un ministre, un grand ministre qui incarnait ce secteur-là. Donc, du coup, pendant quasiment
10 ans, le gouvernement, je dirais, mené par le PJD, il n'y avait pas cette sensibilité par rapport au tourisme. Donc on a vraiment 10 ans le tourisme était un blanc, on dirait du blanc. Hein. C'était des petites choses. Et aujourd'hui, ce secteur-là manque encore toujours. Et j'ouvre une parenthèse. Désolé de le dire, mais je vais le dire quand même. Quand un ministre du tourisme se permet de faire de la pub à un opérateur, à un hôtel privé, là il y a un souci. Non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord, je vois de quoi vous parlez. Il y a un souci. Attendez, il y a un souci. Si vous voulez vraiment par rapport au secteur, en termes d'incarnation et en termes de représentation. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vous avez dit et je vois de qui vous parlez. Attendez, si vous voulez en parler, expliquez en 30 secondes de quoi il s'agit. Je vais vous dire, il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, Madame la ministre avait été inaugurée un hôtel privé, un hôtel privé à Rabat, et tout le monde lui a fait la remarque. Comment ça, tout le monde? Il a été sur les réseaux, il a été complètement... Sur les réseaux, attention. Il a été complètement démoli sur les réseaux. Hassan II, il disait, moi dans un journal, je crois le prix et la date. S'il te plaît. Il a été quand même obligé de retirer son témoignage. Ça veut dire que... Attendez. Laissez-moi juste... Attendez. Le problème, c'est qu'elle est allée dans un hôtel privé. Non, elle a inauguré. Elle a inauguré. Mais tous les ministres le font, l'ont fait. Attendez. Pourquoi en France, il y a eu tout le gouvernement qui est allé inaugurer le parc Disneyland de Paris? Non, mais c'est inaugurer est une chose. C'est exactement la même chose, mais mieux encore. Oui. Inaugurer est une chose, Franck. Inaugurer est une chose. Et inaugurer, je vais y arriver, est une chose. Maintenant, dans une capsule, dans une intervention, un ministre qui met en avant, je dirais, la marque de cet hôtel, là, ça devient, critique. Tu vois ce que je veux dire? Mais au-delà de l'événement, d'accord, un ministre étant... Maintenant, mais Mohamed, tu es un journaliste et tu sais très bien que tous les ministres l'ont fait auparavant. Et puis, pratiquement tous les hôtels qui sont ouverts, c'est des privés. Oui. Alors, quand il y a un ministre qui va à son inauguration, je suis désolé. Au contraire, c'est l'amélioration de la capacité litière dont nous avons besoin. Moi, c'est ça que je retiens. Mettre en avant le nom d'une marque d'un hôtel, non. Stop. Très honnêtement, je pense que là, on fait reculer le débat, donc on va parler d'autre chose. Oui. Je voudrais qu'on parle, parce que on est en train de faire un parallèle entre le développement qu'on a eu au niveau de l'industrie, je pense à l'aéronautique, à l'automobile, où on a été capable d'avoir une intégration. L'intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de proposer plusieurs choses à côté des grandes licornes qui sont là, comme Stellantis et Renault. Là, sur le tourisme, on a nos grandes licornes qui sont Marrakech et Agadir. Oui, qui font avec Casablanca pratiquement les 2/3 du tourisme dans notre pays. Et puis, il faut le souligner, Marrakech arrose également les autres destinations. Un touriste qui vient à Marrakech va partir dans le Grand Désert, va partir à Ouarzazate, va faire le circuit des villes impériales. Rarement, et ça c'est un problème également de connectivité. La connectivité est beaucoup plus importante sur des villes comme Marrakech et un peu Casablanca qui représente un hub que sur des villes comme Fès et nous avons des villes comme Meknès et ça c'est vraiment dommage. Fès Meknès normalement devrait avoir un potentiel. Vous savez que dans le cadre de la vision 2010, Fès aurait été ou en tous les cas avait suffisamment d'atouts pour être ce qu'est aujourd'hui Marrakech. Mais Marrakech s'est développé par la force des choses, par un concours de circonstances et parce que aujourd'hui par du storytelling effectivement on a raconté une histoire. Et là, vous venez dire, je réponds à votre question, qu'est-ce qu'on vient faire au Maroc? Eh bien, on vient vivre une histoire, on vient vivre une expérience de vie, on vient... Et ça, et là, c'est là où le tourisme est magnifique. Vous savez, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Juste une expérience de vie, et il y a toujours. Et juste une idée, ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que le tourisme est un vecteur important de partage, de tolérance, de culture et de partage de valeurs que nous arrivons à faire avec le tourisme et que nous n'arrivons pas à faire avec d'autres secteurs. Mais ce que propose, et je suis désolé encore de le dire, ce que cette expérience
espérance-là, tous les pays peuvent le proposer. Ça, je suis en train. Non. Comment Vous savez, quand vous êtes en Espagne, quand vous êtes en France, ouvrez un support je suis télévisé dans la- Non. et que vous entendez que l'islam est quelque chose de... Non, Écoutez, mais je sais pas si... moi, je suis tout à fait d'accord avec Saïd. Je trouve que ce côté culturel est un côté très fort au Maroc. Les amis, oui, ce côté culturel, dans les grandes destinations, ils le proposent. L'Espagne propose aussi, au-delà des prix, la oui, il le Turquie peut propose. proposer l'histoire. Est-ce que l'Espagne ne propose pas un produit culturel? mais aussi... Mais qui aujourd'hui qui est vraiment mise en valeur, parce que la question en fond, tu l'as bien compris, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à storiliser tout ça. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des quand Saïd parle d'histoire, mais c'est Mohamed, tu l'as dit, ils ont des années d'avance sur nous. Et tu l'as très bien dit, et tu l'as très bien dit. Parce que pendant 10 ans, pendant 15 ans, le tourisme n'était pas considéré comme, et on l'a dit au début de l'émission, le tourisme n'était pas considéré comme un secteur stratégique. Il l'est un peu plus aujourd'hui, on met un peu plus de moyens. Vous savez, je vous donne un exemple et vous allez tout comprendre. Les recettes touristiques, je veux dire, le budget de la publicité du tourisme doit être, selon l'Organisation mondiale du tourisme, de 3% du PIB touristique. Oui. Ça veut dire que nous devons avoir 3 milliards de dirhams de recettes au niveau de budget, au niveau de l'ONMT. Nous sommes à 750 millions. Nous sommes à 5 fois moins. Attendez. Il y a une. Est-ce que, par exemple, on pourrait avoir des précisions sur notre classement au niveau des prix? Est-ce que c'est cher de venir en vacances au Maroc? Parce que pendant toute une époque, finalement, quand on voulait partir en vacances rapidement, puis maintenant c'est assez facile avec toutes les plateformes qui existent, les bookings, les trucs. Bon, ce qui était intéressant, c'était la capacité pour un pays, par un système hôtelier, par tout ce qu'on veut, de proposer des packages pas cher. C'est le cas, par exemple, c'est pour ça qu'un pays comme la Croatie s'est développé. C'est pour ça que beaucoup de pays, même la Tunisie, à un moment donné. La Tunisie, c'est quand même c'est plus le cas maintenant. Du vraiment pas cher. Il se repositionne. Il change de fusil d'épaule. Est-ce que finalement, on n'a pas été un peu, on n'a pas été trop traîné par cette histoire de culturelle, quoi. Alors, est-ce qu'à un moment donné, se promener dans les ruelles de Marrakech, c'est sympa, etc. Mais avoir la possibilité d'arriver, de prendre un avion à l'aéroport de Marrakech, d'aller dans un super hôtel et de passer son temps, parce que c'est ce qui est promis et c'est pas cher, de se baigner dans la piscine. Est-ce que c'est pas ce que veulent un certain type de touriste? Le touriste ne vient pas pour le marbre. Le marbre, ils l'ont déjà chez eux. Ils viennent, comme je disais tout à l'heure, pour cette culture et cette expérience de vie. Le Maroc s'est longtemps positionné comme une destination de luxe abordable. Mais globalement, nous restons beaucoup plus chers par rapport à des destinations concurrentes. Vous savez, le million pratiquement de Marocains qui partent en Espagne et qui partent à l'étranger et qui comparent les prix du Maroc et des hôtels au Maroc par rapport à ces destinations, ils se posent des questions. Et ils ont parfaitement raison. Nous restons relativement chers par rapport à la qualité que nous proposons. À la promesse que nous proposons. Et la qualité. Et là, sur quoi il va falloir travailler? Il va falloir travailler sur l'excellence des compétences humaines, des ressources humaines, des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur, qui doivent, comme je disais, on ne vient pas pour le marbre, on vient pour une qualité de service. Et cette qualité de service, on forme pour ça. Et là, reste encore peut-être là où le bas blesse, là où il y a encore beaucoup de travail. Est-ce qu'il n'y a pas une marge de progression justement là-dessus? Parce que tout à l'heure, on en parlait avec Mohamed Douyeb, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Par exemple, si on prend le tourisme interne, pour un Marocain,
marocain qui veut aller passer 3 jours tranquille, c'est souvent plus facile, moins cher d'aller en Espagne finalement que de trouver avec une qualité meilleure. Avec une... Oui, en tout cas on sait ce qu'on va trouver et voilà quoi. Alors le tourisme interne, ça c'est pour moi c'est la grande inconnue. Je parlais du touriste marocain. Marocain, oui, bien sûr. Alors, qui veut se réconcilier avec son pays, qui veut visiter son pays. Pour moi, c'est la grande inconnue. Moi, je ne sais pas, avec tous les programmes qu'on a lancés, avec tout ce qu'on a essayé de faire, la sauce ne prend pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non. Mais il y a encore à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Non, je dis moi qu'il y a des choses à faire, mais je dis tous les programmes qui, pour booster un petit peu ce touriste marocain, d'aller consommer marocain, on n'arrive pas à avoir des scores qui sont satisfaisants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, passer un week-end, je suis désolé de le dire, à Barcelone ou à Madrid ou à Malaga ou même dans passer une semaine à Barcelone te coûte aussi cher que passer un week-end à Marrakech. Voilà, donc là pour moi c'est le nerf de la guerre. Effectivement, c'est ce que je dis. Mais je dis que tout n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de prix, là, vous savez. Comment on fait il y a déjà par rapport au tourisme interne, il y a des différents programmes que nous avons nous-mêmes proposés en tant que Confédération nationale du tourisme pour encourager le Marocain, ne serait-ce que l'allongement ou la diversification des vacances scolaires. Par exemple, je crois qu'il y a du mépris pour le tourisme marocain, il y a de la sous-estimation. Non, là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord. Je suis désolé. Un tiers des gens qui vont dans des hôtels sont des Marocains. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui va mépriser je dis pas dans son chiffre d'affaires. Non, je dis pas c'est-à-dire dans la façon d'aborder le tourisme, dans la façon de promouvoir le tourisme, le touriste national n'est pas considéré. N'est pas un récepteur d'un cercle de promesses. Il y a des actions à faire. Vous savez quoi, on va en parler tout à l'heure parce que finalement on devait avoir les débats express après 9h, on les aura, mais j'aimerais bien qu'on reparle de ça justement, qu'on parle notamment de ce qu'on peut appeler l'informel, des plateformes étrangères aussi, de cette approche même marocaine, parce que souvent il y a un peu gênance quand même, comme on dit, quand on veut aller dans un hôtel, un riad, etc. C'est un peu bizarre. Donc j'aimerais bien qu'on en reparle. Dernière question avant 9h sur la CAN. La CAN qui arrive là. Oui, demain. C'est demain. Bon, la CAN, ça va être une transhumance africaine. C'est un levier. C'est un levier. Est-ce que vous avez des petites des prémices les chiffres que j'ai sont qu'on sera entre 800 000 et 1 million de touristes supplémentaires qui viendront. Oui, c'est des chiffres confirmés par des sources confirmées. D'ailleurs, il y a à peu près un mois ou 3 semaines, Monsieur himself avait annoncé 500 000 personnes déjà inscrites. On pense qu'on sera entre 800 000 et 1 million de personnes supplémentaires. Moi, je ne m'en fais pas pour la partie touristique. Je m'en fais pour la partie sportive. J'aimerais enfin que 50 ans après, on puisse garder ce trophée dans notre pays. Dites donc, vous venez de nous donner des chiffres. On les a pas, ces chiffres. Pourquoi on n'en parle pas? Oui, il a déclaré quand même au Parlement. Il y avait une question au Parlement, il a déclaré au Parlement. Mais c'est bien Oui, très bien. Voilà. Mais c'est bien de partager. On se retrouve juste après. Oui, il faut toujours partager. On se retrouve juste après les infos présentées par Zineb Jihodi. Atlantique Radio, les décodeurs avec aujourd'hui Saïd Tahiri, Mohamed Douyeb. On parle de tourisme. Alors c'est pas fini, on va continuer à en parler parce que franchement, j'adore ce débat. Il y a quelque chose que je voulais dire. D'abord, parler de l'informel, parce que l'informel, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de l'informel ou de choses qui passeraient par d'autres vecteurs que le vecteur local. On pourrait appeler ça? Oui, comme qui se passe dans le radar, je dirais, formel. Alors déjà, puisque j'ai Saïd Tahiri à côté, on va me maudire, il y a des gens qui vont me maudire de l'autre côté du poste. Mais, question à Saïd Tahiri. Pourquoi, quand on veut aller, je sais pas, à Marrakech, par exemple, prenons un exemple, comme ça, petite ville qui devrait marcher un jour. On pourrait dire aussi d'autres villes, voilà. Ou à Tanger, par exemple. Pourquoi Tanger, oui. Pourquoi
pourquoi il y a autant de propositions en euros? En euros? Oui. Dans des riads, dans des petits hôtels, dans des Airbnb. Oui. Oui. Non. On paye en dirhams de toutes les manières. La devise est notre pays, mais c'est vrai que lorsque vous allez dans des plateformes, vous trouvez effectivement des prix en euros, ce qui est tout à fait naturel. Maintenant l'informel, pas des plateformes. Maintenant l'informel, il prend différentes formes et ça fait beaucoup de mal à la destination. Vous savez, quand vous arrivez dans un aéroport et vous allez trouver quelqu'un avec des clés de voiture en train de vous proposer de vous montrer les clés pour vous dire j'ai peut-être une maison à louer, j'ai une voiture à louer, et ça se fait devant les forces de l'ordre qui regardent cela sans bouger. Moi j'estime qu'il y a une complaisance passive de ces autorités sur laquelle il va falloir travailler. Vous savez, nous professionnels, on paye des impôts, on recrute du monde, on fait de la formation, on essaye de faire notre travail comme il se doit, et il est temps, parce que là vous touchez un point qui est important. Personne ne vous maudira pour ça. Il est temps que également les autorités locales puissent travailler sur ce point-là de l'informel. L'informel est un des fléaux duquel nous souffrons dans notre pays. Dans le secteur du tourisme, il fait davantage mal à ces professionnels qui ne veulent que faire leur travail dans la dignité et avec les formes qu'il faut. Il y a un truc très bizarre. Hier, on parlait du retour d'Uber et donc d'ubérisation. Il y a également un problème de sécurité. Et là, je tiens vraiment à insister là-dessus, parce que lorsque vous allez dans un taxi que vous ne connaissez pas ou qui est informel tout simplement, eh bien, il y a vraiment des risques de sécurité et ça peut faire très très mal à la destination. Et c'est là je reviens aussi à ma première réflexion. Je suis désolé de le répéter, cher auditeur. C'est je dirais l'approche politique ou l'approche publique du secteur. Tant qu'on ne résout pas des questions qui sont de l'ordre de la régulation du transport touristique, ou comme tu disais, ces plateformes, on va dire, informelles, notamment en termes de location, quand l'État, les pouvoirs publics ne veulent pas trancher pour une question qu'on ignore. C'est-à-dire que quand on est une plateforme, par exemple, on peut s'installer. Exactement. Tant que vous avez un client, vous avez un client, je finis juste. Vous avez un client et vous avez un opérateur et vous êtes l'intermédiaire. Voilà. Vous pouvez travailler. Et c'est là où je dis que il y a encore, pas encore des choses, il y a un rattrapage à faire à ce niveau-là, et je ne vois pas avec tous les avancées, parce que ce gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé sur l'infrastructure, il a travaillé sur le transport aérien, dans les grandes infrastructures. Mais la régulation, l'approche du tourisme, je dirais moderne, moi je ne vois pas. Aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est quoi? On doit vendre un tourisme durable aux gens. C'est qu'aujourd'hui, un consommateur doit avoir cette réflexion-là. Quand il fait le choix entre l'Espagne, le Maroc, la Turquie ou autre, il doit avoir en face une promesse d'un tourisme éco-responsable, une promesse qui est tenue, un bon mix produit-destination. Voilà. Moi, en 30 secondes, je vais vous raconter une anecdote. Voilà, 30 secondes parce une anecdote qui va tout vous expliquer. J'étais avec un ancien président il est toujours président d'une fédération hôtelière, à qui un ancien ministre avait dit, vous savez, les hôteliers ne déclarent pas assez leur nuitée, et le président avait répondu à monsieur le ministre, nous faisons notre travail, faites le vôtre. C'est ça ce qu'on demande aujourd'hui. Nous avons des professionnels matures qui font leur travail, et il faut à un moment donné que l'État fasse davantage sur ces points-là liés à l'informel, parce que ça nous fait mal et ça fait mal à la destination. Alors, je voudrais terminer en disant que il faut, comme l'a dit Saïd tout à l'heure, il faut communiquer, il faut faire de la promo, il faut faire de la
la pub sur tous les grands marchés. Et il faudrait utiliser les influenceurs pour Et le ça, digital. plutôt que de dire n'importe quoi et de risquer de faire la prison, etc., etc. Parler du Maroc, parler du pays sur YouTube, faites des millions de vues. Mais Franck, le tourisme est transversal, tout le monde doit être la cause de tout le monde, du citoyen jusqu'au responsable politique, parce que c'est l'attractivité du pays passe par le tourisme, pas par autre chose. Merci. 9h et presque 14 minutes. Les débats express, cher ami. Ça va être Youssef. Allez hop. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Les débats express avec un petite info pour Mohamed Douyeble. Oui. Nos confrères de Média 24 ont enquêté sur les dépenses de nos partis politiques et du gouvernement sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, oui. Ouais. Donc le RNI domine largement le paysage du sponsoring politique sur Facebook avec plus de 112 000 $ investis en 3 mois. Loin devant l'Istiklal, le PAM et une opposition, alors là, carrément dans les choux. Carrément. Alors, l'exécutif apparaît lui aussi comme un très gros annonceur avec plus de 75 000 $ dépensés par la page officielle du gouvernement. Bon, bref, tout ça pour dire que ça y est, on y est. On y est. On est parti. Les dernières élections ont incarné je dirais une métamorphose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met le paquet, on investit très massivement sur les réseaux sociaux. Le RNI, premier parti politique aux élections, l'un des leviers clés de sa campagne, c'était sur les réseaux. Il y a encore à creuser dans cette campagne-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a entendues. Quid de cette réforme électorale, qui interdirait... grand point d'interrogation. Voilà, qui interdirait sur les RS étrangers, on va dire. Parce que sur les réseaux sociaux, l'opinion publique, elle est beaucoup plus aujourd'hui, s'exprime beaucoup plus sur ces réseaux-là. Et donc les partis ou d'autres organisations ont intérêt à y être. Oui. Mais le régulateur, c'est-à-dire l'État, s'il interdirait, est-ce que c'est la bonne démarche ou pas? Je ne pense pas, parce que de toute façon, il y aura toujours un investissement qui peut être déguisé. Et encore, c'est beaucoup plus grave et plus dangereux. Donc, je préfère qu'on puisse réguler un petit peu l'investissement, je dirais, électoral sur les réseaux où on sait qui fait quoi, que de dire non, vous n'avez pas le droit. Et après, vous avez d'autres méthodes parallèles qui ne sont pas, à mon avis, c'est pas une démarche saine. Pourquoi les partis... En fait, la question, c'est pourquoi le RNI, l'Istiklal, le PAM comprennent et pas les autres partis. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que... Je dirais plus de moyens et plus de volonté. C'est de la résistance au changement. Vivre dans une grotte Non, du tout. Non, il faut pas. Non, je suis pas dans ça. Non, je sais pas ça. Non, c'est mon avis. C'est de la résistance au changement parce qu'on a des dinosaures qui sont dans les différents partis, y compris ceux que vous avez cités, et qui ne veulent pas changer, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas d'abord les nouvelles technologies. Donc ils ne veulent pas de ramener quelqu'un qui va comprendre et qui va les évacuer. Et puis il y a l'habitude de travailler selon un certain niveau. Et c'est vrai. Il y a un parti de gauche qui a dépensé $150. Très bien. C'est déjà ça. C'est très bien. Il est bien gauche. Contre 112 000 pour le RNI. Bref. Et vous allez voir, dans ces élections, on aura un autre niveau de dépenses dans les réseaux. Et on l'avait très bien remarqué, tu l'as très bien souligné, c'est Mohamed. Je crois que l'une des raisons et l'un des facteurs clés de succès de la position actuelle du RNI, c'est effectivement la campagne digitale qu'ils ont fait lors des dernières élections. Et ils continuent. Juste pour quand même être, je dirais, juste et honnête et objectif, il faut quand même rappeler un fait historique important dans cette communication des partis. On a un parti qui a compris très tôt l'importance du digital, à savoir le PJD, qui a aussi qui a fait un travail de fond sur les plateformes digitales, sur le rapport avec... Et donc c'est ce qui lui a permis aussi parce qu'il a gouverné pendant 10 ans, donc le digital a aussi été un levier clé pour ce parti-là. Donc juste pour un rappel historique. Oui, ce qui est dommage, c'est que on va, à mon avis, atteindre des sommes très importantes parce que
parce qu'il y a eu les manifestations de la Gen Z, parce que les jeunes... on comprend finalement que... On doit avoir un impact sur les jeunes, mais tout ça profite à Meta et à Google, quoi. Tout ça, rien ne profite à des entreprises marocaines. Oui, mais c'est toujours la question. Après, sur l'achat d'espace. Vous savez, oui, c'est vrai. Et le digital. Vous savez, il y a la plateforme, il y a l'environnement qui travaille autour. Il y a des hommes et des femmes de pub qui travaillent sur des. Le plus gros, c'est les plateformes. C'est clair. On parle de l'investissement sur les plateformes. Bien sûr. Donc tout ça profite à Meta, à Google. Tranquille. Et le reproche qu'on peut faire. C'est un levier. Non, mais le reproche qu'on peut faire, on n'investit pas, par exemple, autant dans des médias marocains, dans leur déclinaison digitale. C'est-à-dire, on prend le cas, je ne sais pas, un ministre qui a besoin dans une campagne électorale, sachant que c'est régulé, parce qu'il y a un régulateur audiovisuel qui aussi regarde tout ça de près. On peut penser dans une campagne électorale sur le digital, comment on peut réguler tout ça. Et ça peut profiter à tout un pan médiatique marocain. Mais ça, vous me rappelez exactement, et vous me permettrez de faire peut-être un peu de pub, nous avons essayé de faire marcher Kounouz Biladi à un moment donné pour développer le tourisme. Nous allions voir les hôteliers. Ils me disaient non, moi je passe par Booking parce que 40% de mon chiffre d'affaires c'est Booking. Oui, donc voilà, c'est parce que c'était mieux fait tout simplement. Et c'était mieux fait peut-être. Et puis il y a plus de fréquents. Il y a plus de fréquentation avec tout le respect que j'ai pour le brief aujourd'hui, ou alors pour un certain nombre de supports marocains qui sont très valables. Eh bien, mais là, on parle de partis politiques, on parle de gouvernance publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces partis doivent donner l'exemple. Un homme politique, un homme d'État doit donner l'exemple. S'il privilégie Facebook pour sa communication, non. La solidarité dans le politique... Non, mais je dis aujourd'hui... Il faut se réveiller très tôt. Vous savez quoi, moi je pense qu'ils n'ont même pas remarqué ça. Enfin, je pense que c'est quelque chose, je pense qu'ils passent au-dessus de cette considération-là. J'ai pas saisi, c'est-à-dire sur l'investissement dans le digital. Oui. Il y a des gens comme je vais citer quelqu'un, un collègue de radio, Younes Boumedi, qui n'arrête pas de dire l'investissement dans le digital a terriblement augmenté depuis ces années-là. Et les opérateurs nationaux passent complètement à côté. Parce qu'il y a des agences ici qui achètent directement sur Google et sur Facebook sans passer par mais c'est parce que c'est pas possible tout simplement. Mais c'est là où il faut un mot franc. Il faut en devise évidemment. C'est un marché. En fait, c'est un marché marocain qui nous échappe complètement. Exactement. Donc l'État doit faire revenir ce marché aux opérateurs marocains. Et ça, c'est une décision. C'est un vrai débat. Et c'est une vraie décision politique. Exactement. C'est une vraie décision politique. J'aimerais qu'on passe au prochain sujet, s'il vous plaît. Qu'on revienne sur cette signature de Donald Trump hier avec les dirigeants de République démocratique du Congo et du Rwanda, qui signent un accord de paix à Washington parce que, évidemment, sur place, les combats font rage depuis plusieurs jours entre le groupe armé M23 qui est soutenu ou qui serait soutenu par Kigali, donc les Rwandais, et l'armée congolaise appuyée par des milices donc dans une province à l'est de la RDC. Hier, il y a un accord de paix qui a été signé qui s'appelle l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. On a vu que les deux présidents s'étaient même pas serré la main. Par contre, Trump était extrêmement content. L'accord complet prévoit, quand on regarde l'accord, un volet minier bilatéral entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda, portant sur l'exploitation de minerais essentiels aux technologies américaines pour les batteries, les semi-conducteurs, les dispositifs électroniques. Donc la paix devient donc un levier pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines. Vous en pensez quoi ? Sur le papier, tout est beau, c'est magnifique, mais c'est du papier. Je signale juste qu'il y a eu que dans cet accord, d'abord, il a été signé à Washington avec la présence du Qatar, donc ça va être un moyen encore supplémentaire pour encourager les initiatives de paix dans cette région des Grands Lacs. Ça serait sympathique, mais il y a également le fait
avéré et signalé de l'absence des principales milices qui sont à l'est de la RDC. Donc, qu'est-ce que ça vaut demain? Le terrain, qu'est-ce que ça vaut sur le terrain? L'avenir nous le dira. Mais et puis un coup de com' extraordinaire pour Trump, et c'est son premier accord de paix finalement décroché. Je pense que depuis le temps qu'il cherche à faire signer un accord de paix, en attendant celui peut-être de l'Ukraine, voilà. Donc on est vraiment dans cette conjoncture-là. D'ailleurs, la cérémonie... C'est du Trumpisme. Oui, c'est du Trumpisme, c'est de la com. D'ailleurs, la cérémonie a été organisée dans un bâtiment renommé Institut Donald Trump pour la paix. Oui. C'est génial. Ouais. Mais c'est génial. Il a trouvé Tout à l'heure, on parlait de storytelling. C'est le storytelling, là. Oui, voilà. Il fait ce que Macron n'a jamais réussi à faire. C'est ce qu'il aurait aimé. Mais Macron, il part en Chine là, pour essayer de négocier des petits pois. Et puis voilà. Si on parlait des chapeaux maintenant. Oui. On va terminer avec les chapeaux, avec cette CAN, avec cette Coupe du Monde. Et je voudrais parler de la CAN aussi. C'est aussi avec cette Coupe du Monde 2026 ce soir. 18h. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez de ce chapeau 2, mon cher Saïd? Moi, j'ai un petit regret, mais vraiment, j'arrive pas à m'échapper à ce regret. C'est de ne pas avoir pu être dans le chapeau numéro 1. Ça aurait été historique, avec peut-être un mauvais résultat de l'Italie, de la Croatie ou de l'Allemagne. Il n'y a pas eu de mauvais résultats, mais il n'y a pas eu l'occasion d'avoir des peut-être si avec le Chan on a perdu quelques points, même si on a gagné le Chan. Là, excusez-moi, Saïd, au classement FIFA. La Croatie, la Colombie, l'Uruguay, la Suisse, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, l'Équateur, l'Autriche et l'Australie. C'est dans le chapeau 2, je dis c'est tout à fait prenable. Non, mais de toutes les manières, on va pas les avoir avec nous. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on soit dans le chapeau 1. Et nous avions l'occasion de le faire, moi je pense. Ouais. C'est mon petit regret. Maintenant, comme le dit très bien notre cher joueur Amrabat, l'équipe qui viendra, nous sommes là. Moi, je vois très bien, honnêtement, c'est peut-être un peu le sentiment que j'ai, mais je le sens, vraiment je le sens. Nous sommes bien partis pour être bien placés en 2026 et peut-être, pourquoi pas, gagner cette Coupe du Monde de 2030. Moi, j'y pense, j'y crois et je crois qu'aujourd'hui, nous faisons partie de ces nations footballistiques qui comptent dans ce monde-là. Tu veux dire que Morocco is the new Portugal? Portugal is the new Morocco. Nous sommes pratiquement au même niveau. Hein. Ouais. Ouais, ben voilà, pourquoi pas. Hein. Moi, il y a l'Espagne, le Portugal et le Maroc qui ont des niveaux relativement semblables. Je parle sur le plan sportif. Et en attendant, je croise les doigts pourvu qu'il n'y ait pas que la chance soit avec nous pour que enfin cette CAN reste au Maroc. Alors cette CAN, ok, mais d'abord je voulais terminer avec la Coupe du Monde 2026 parce que on prie quand même pour qu'il n'y ait pas de problème politique dans cette Coupe du Monde, parce que Mexique, Canada, USA... Ouais, vraiment, ça chauffe là. Ça chauffe. Trump va être là. Veut faire son mur. Il n'est pas dit qu'il ne descende pas sur le terrain pour contester le VAR. Donc, ça va donner quelque chose. Je vois la séquence là. C'est animé. La CAN, bon, de toute façon, la CAN, j'ai envie de dire, il faut la gagner. On n'a pas d'autre choix que de la gagner. C'est pas possible. Imaginez imaginez la propulsion atomique qu'on va avoir après si le Maroc gagne la CAN. Les amis, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais il faut quand même se préparer aussi à ce scénario-là, parce que moi, autour de moi, je vois tout le monde. En fait, c'est comme si c'était écrit, c'est comme si c'était sacré.
Non, mais il faut quand même. Non, moi ce que je dis, il faut se préparer aussi à un scénario où peut-être on va gagner, peut-être perdre une demi-finale. Moi je dis que nous avons tout pour gagner cette CAN. Mais ça, on est d'accord. Maintenant, mais je ne pas la gagner par accident. Et très franchement, ça veut dire quoi, par accident? Ça veut dire que vous avez très bien joué, vous avez fait un super match contre l'Afrique du Sud, et puis à la 88e minute, il vous marque sur un contre, c'est le football. un but, ça s'appelle le football. Mais il faut être prêt à ce, parce que le discours dominant aujourd'hui. J'ai pas envie d'être prêt à ça, franchement. Voilà. Donc, et des comme moi, il y en a plein au Maroc. Pour faire un parallèle avec notre premier sujet, le tourisme, il y a un storytelling énorme sur cette équipe marocaine. Bien sûr. Sur ces footballeurs marocains. Qu'on suit dans tous les championnats, qu'on suit dans le championnat marocain, etc. On raconte, et moi je trouve qu'on devrait même encore en faire plus, quoi. Bien sûr. Et parce que ça fait partie de... Ça nous a beaucoup aidé dans le secteur du tourisme, l'épopée marocaine en 2022. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment un super moteur. Hein. Ouais. Donc, ce moteur, il faut qu'il fonctionne... Mais on ne fait pas assez. C'est-à-dire que là... Non, mais on ne fait pas assez. Dans le sens storytelling aujourd'hui... On ne fait pas assez. Hakimi, à chaque fois qu'il joue avec le PSG, mais il nourrit le storytelling de l'équipe nationale. Il le nourrit d'une manière, si tu veux, spontanée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste le fait de voir Hakimi, mais aujourd'hui, derrière, c'est-à-dire ceux qui pensent à cette promotion touristique, qu'est-ce qu'on peut en faire de manière plus structurée, plus, je veux dire, avec plus de visibilité? Comment on peut tirer profit vraiment? Moi, je pense que c'est de la communication. Il l'a très bien dit, Saïd, parce que je pense qu'il faut effectivement arriver à ce ratio de communication. Il faut intégrer des gens connus qui parlent de leur expérience marocaine en termes de touristique. Et je pense que c'est ça, c'est hyper important. Il faut que ça marche aux États-Unis, il faut que ça marche en Europe, il faut que ça marche partout. En Asie, voilà. Il y a un potentiel en Asie. Évidemment, pour les touristes. Et là, franchement, 10 secondes, mais vraiment 10 secondes, les nouveaux marchés à ouvrir sur le plan du tourisme, parce qu'on n'en a pas parlé. L'Inde, les Amériques sont des marchés formidables à ouvrir. Super. Merci Saïd Tahiri et Mohamed Douyeb. Merci à toi. Et nous, on se revoit lundi. Ouais, super. Rendez-vous pris lundi. Voilà. Allez, dans quelques petites secondes, c'est le happy hour pour ce matin. Bonne journée.